Mes chers collègues, je vous propose de commencer cette audition très attendue. Je voudrais excuser quelques instants un certain nombre de nos collègues qui vont arriver, parce qu'en même temps, il y a un autre sujet traité dans un autre lieu. Donc, on va être rejoint par davantage de nos collègues tout à l'heure. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Luc Rémont, qui est le candidat proposé par le président de la République aux fonctions de président-directeur général du groupe EDF. C'est évidemment un poste et une mission extrêmement importante et pour laquelle notre commission, évidemment, est très attentive. Je vous rappelle que cette nomination ne peut intervenir qu'après audition devant les commissions compétentes et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette audition est publique, elle est ouverte à la presse et elle est retransmise sur notre site internet. Et donc, je salue à la fois, bien sûr, les journalistes, mais j'en suis sûre, les salariés d'EDF qui doivent être à l'écoute de cette audition. Elle sera suivie d'un vote qui se déroulera, je vous le rappelle, aussi à bulletin secret. Et je rappelle que les délégations de vote ne sont pas autorisées. Donc, ceux qui seront présents voteront uniquement. Et je vous rappelle que le dépouillement doit être effectué simultanément avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, entendant M. Rémont après nous dépouillerons les bulletins à la mi-journée. En application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président de la République ne pourrait procéder à votre nomination, Monsieur Rémont, si l'addition des votes négatifs exprimés dans les deux assemblées représentait au moins 3/5 des suffrages exprimés. Avant de passer la parole à notre collègue Daniel Grémillet, qui est président du groupe d'études énergie et rapporteur sur cette nomination, je souhaiterais rappeler solennellement ici la gravité de la crise énergétique que nous traversons. La guerre russe en Ukraine a évidemment une incidence considérable sur le marché gazier et par voie de conséquence sur celui de l'électricité en raison du principe du coût marginal qui les lie. De plus, notre production d'électricité nucléaire est au plus bas, nous en reparlerons, avec une perspective de moins de 300 TWh pour 2022, compte tenu du phénomène désormais bien connu de corrosion sous contrainte qui a touché 30 réacteurs. Je rappelle que nous avons été la première instance parlementaire à évoquer directement et précocement ce sujet, ainsi que ses implications sur notre sécurité d'approvisionnement dès février, dans le cadre des travaux de notre collègue, précisément Daniel Grémillet, de Jean-Pierre Moga et de Jean-Jacques Michaud. Dans ce contexte très dégradé, on peut noter des hésitations du gouvernement, c'est le moins que l'on puisse dire. On légifère dans le désordre, on l'a dit et redit plusieurs fois dans cette commission et dans notre Assemblée, alors qu'il aurait fallu commencer par la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous donner le cap, puis par les éléments d'exécution, nous avons commencé à l'envers. Le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables ne comportait pas jusqu'à hier soir de dispositions sur l'hydroélectricité, qui est pourtant notre première source d'énergie renouvelable. Et la présentation au Conseil des ministres du projet d'accélération de l'énergie nucléaire, qui nous intéresse beaucoup, a été reportée, laissant en suspens la relance de cette filière, annoncée en février dernier, mais aussi avant les élections présidentielles en octobre de l'année dernière. Enfin, nous sommes dans le flou s'agissant de notre cap énergétique, l'objectif de réduction de 50% de notre production nucléaire, la fermeture de 12 réacteurs au-delà de ceux de Fessenheim étant, je vous le rappelle, mes chers collègues, toujours inscrit dans la loi et dans le règlement. Ça me paraît un peu ubuesque. Ce manque de cap est aussi palpable dans les relations entre le gouvernement et le groupe EDF. Donc, je viens au groupe EDF qui nous intéresse aujourd'hui. Votre prédécesseur, Jean-Bernard Lévy, a été mis publiquement en cause par le président de la République le 6 septembre dernier sur un manque d'anticipation de la relance du nucléaire en particulier. Et pour permettre aux opérateurs économiques d'anticiper, c'est au pouvoir politique de leur donner le cap. Et force est de constater, au-delà des effets d'annonce, que le gouvernement a beaucoup louvoyé. Nous l'avons dit dans une lettre ouverte, d'ailleurs, avec notre collègue Daniel Grémillet. Et le gouvernement a multiplié les décisions qui nous semblent défavorables au groupe EDF.
la fermeture des réacteurs de Fessenheim en mars et juin 2020. C'est 1,8 gigawatts et 2000 emplois directs qui sont concernés. Le relèvement de l'Arenh en février 2022, c'est 10 milliards d'euros. Autant de moyens en moins alors que le groupe est grévé, je le rappelle, d'une dette de 43 milliards d'euros et confronté à un mur d'investissement pour relancer le nucléaire et accélérer le renouvelable. L'équation est donc très complexe et la nationalisation du groupe très floue. Et ça, à notre avis, ne règle rien du tout. À défaut d'action gouvernementale, notre commission a gelé le plafond de l'Arenh à 120 TWh, relevé son montant à 49 € du mégawattheure, non sans difficulté, 49,50 €, pardon, dans le cadre du projet de loi de protection sur le pouvoir d'achat. C'est donc une question à laquelle nous sommes très attentifs. Voilà, Monsieur Raymond, le contexte dans lequel vous arrivez, qui est un contexte de crise, un contexte d'urgence, avec une conjoncture chaotique et des chantiers titanesques. Voilà, si votre nomination est confirmé par le Parlement, vous seriez en quelque sorte un capitaine en pleine tempête. Voilà, mais doté, il est vrai, il me semble, d'une solide expérience. Nous avions auditionné votre prédécesseur à 6 reprises ces dernières années. Je ne doute pas que nous serons appelés à nous revoir en cas de confirmation. Voilà, voilà pour le contexte général. Et avant de vous laisser répondre, je vais donner la parole à Daniel Grémillet qui va vous poser les premières questions. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur Raymond, l'audition qui nous réunit aujourd'hui est tout sauf formelle. Au contraire, elle est éminemment stratégique car l'enjeu est de redonner un cap au groupe EDF dans la situation de crise énergétique et de la dette financière rappelée par notre présidente. Ce cap, il sera déterminant pour relancer le nucléaire et accélérer le renouvelable. Mais Monsieur Raymond, il va plus loin parce que ce cap, il sera déterminant sur le fait que les ménages pourront supporter le coût énergétique. Il sera déterminant sur la compétitivité de nos entreprises, la relocalisation des productions industrielles dans notre pays. Quelque part, au niveau de la Commission économique, nous disons souvent qu'il y a dans un pays la souveraineté alimentaire, mais la souveraineté énergétique est quasiment au même niveau. Ma première interrogation concerne, M. Raymond, vous êtes diplômé de l'école polytechnique, vous avez été conseiller ministériel au début des années 2000, vous avez travaillé à la direction générale de l'armement et à celle du Trésor, vous avez exercé dans le secteur bancaire, puis intégré Schneider Electric en 2014, dont vous êtes actuellement le directeur général des opérations internationales. Ce solide parcours est toutefois un peu éloigné des missions de production et de fourniture d'énergie telles que celles du groupe EDF. En quoi votre parcours peut-il vous aider dans vos fonctions? De plus, on lit dans la presse que vous auriez conseillé la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric lorsque vous étiez dans le secteur bancaire. Est-ce le cas? Et quel enseignement en tirez-vous? Comment? Ma deuxième interrogation concerne le groupe EDF. Ces dernières années ont été successivement annoncées par le gouvernement le projet Hercule, devenu Grand EDF, puis la nationalisation du groupe. Quel est votre point de vue sur l'organisation du groupe? Une réforme est-elle toujours à l'agenda avec une scission des activités nucléaires et renouvelables? Pensez-vous que la Commission européenne puisse accepter, en l'absence de réforme, une nouvelle régulation du nucléaire existant et le règlement du contentieux hydroélectrique? Votre prédécesseur avait appelé à la révision de l'Arenh, qualifiée par lui de poison, et à la mise à l'abri des concessions via un mécanisme de quasi-régie. Êtes-vous sur la même ligne? Et la nationalisation vous semble-t-elle suffisante pour répondre aux défis financiers, économiques et sociaux du groupe? Troisième interrogation, M. Raymond, a trait à la relance du nucléaire. Notre commission a fait adopter à la quasi-unanimité en juillet un rapport très complet intitulé « Nucléaire et hydrogène ». L'urgence d'agir. Tout est dit dans le titre. Dans ce rapport, nous appelons à redresser rapidement la production du parc existant. Pouvez-vous nous rassurer sur le phénomène de corrosion sous contrainte? Quelle est déjà votre analyse sur ce sujet? Quelles sont vos prévisions de production et de calendrier dans ce domaine? Sur la remise en route, avez-vous mis en œuvre le procédé, ou pensez-vous que le procédé de contrôle par ultrasons plus rapide des réacteurs sera généralisé et permettra d'aller encore bien plus vite? Quel est l'impact financier sur le programme du grand carénage?
Et qu'en est-il de la mise en service de la centrale de Flamanville que nous avons eu le plaisir de visiter au niveau de la Commission des affaires économiques le 10 juillet dernier? De plus, dans ce rapport, nous plaidons pour un mix énergétique majoritairement nucléaire d'ici 2050 afin de réaliser concrètement le scénario N03 de RTE. Pour ce faire, nous souhaitons la commande ferme, non pas de 6, mais de 14 EPR et de 4 gigawatts de SMR. Nous soulevons aussi quelques impensés de la relance annoncée du nucléaire pour RTE. Il manque 3 EPR en l'absence de prolongation au-delà de 60 ans, puisqu'aujourd'hui nous n'avons toujours pas la réponse, et 9 EPR dans l'hypothèse d'une réindustrialisation profonde que nous souhaitons tous. Quel scénario et quel nombre de réacteurs ont votre préférence? De plus, il faut convenir d'un modèle de financement. À l'échelon européen, ce financement passe par un consortium d'électro-intensifs, un prêt de l'opérateur ou de l'État, ou encore des fonds propres en contrepartie d'un prix de long terme, fixe ou révisable. S'agissant de la France, la Cour des comptes a indiqué que le groupe ne pourrait assumer tout seul ce financement. Quelle est votre appréciation des choses? Enfin, une relance du nucléaire nécessite des compétences. La construction des 6 EPR, c'est déjà 30 000 emplois. Certes, le groupe et la filière ont réalisé un effort considérable sur ce plan, mais est-ce à la hauteur du défi? L'État ne devrait-il pas s'engager davantage à leur côté pour atteindre les objectifs? Ma quatrième interrogation a trait aux énergies renouvelables et aux vecteurs hydrogène. Le groupe EDF est très engagé en faveur du déploiement de l'énergie solaire, de l'éolien en mer, de l'hydrogène, du stockage ou de l'électromobilité. Les objectifs de 30 gigawatts du plan solaire de 2017, de 10 gigawatts du plan stockage de 2018 et de 3 gigawatts du plan hydrogène de 2022 sont-ils encore d'actualité? Ne faudrait-il pas les rehausser au regard de l'ambition du paquet ajustement 55? Et pourquoi ne pas fixer d'objectifs en matière d'éolien en mer? Dans notre rapport, avec mes collègues Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michaud, nous avons plaidé pour développer l'hydrogène aux côtés du nucléaire, car la stratégie française en la matière doit avant tout se fonder sur un hydrogène issu du réseau d'électricité. Partagez-vous cette position? Pensez-vous que le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables soit suffisant au regard des besoins de la transition énergétique, car il est complètement muet sur l'hydroélectricité et l'hydrogène? Et ma dernière question concerne le marché européen de l'électricité. Étant donné que la crise énergétique actuelle est aussi une crise européenne, d'une part, les objectifs fixés par le paquet ajustement à l'objectif 55 vous semblent-ils réalistes? Dans ce cadre de nos travaux, avec ma collègue Dominique Estrosi-Sassone, nous avons relevé un manque de neutralité technologique en énergie renouvelable et bas carbone, et entre hydrogène renouvelable et bas carbone. Cela nous semble mettre en cause le droit souverain des États à définir leur mix énergétique. Partagez-vous cette opinion? D'autre part, les mesures proposées par le plan REPowerEU vous paraissent-elles suffisantes? La révision du marché européen d'électricité avec un découplage du prix de l'électricité et celui du gaz est souvent évoquée. Comment l'imaginez-vous? Voilà, Monsieur Raymond, les questions que je souhaitais vous poser et je suis impatient d'entendre vos réponses. Vous avez 10 minutes. Monsieur Raymond, à vous. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. Je vais essayer de répondre aux questions de Monsieur Grémillet dans mon propos liminaire, pas forcément toutes, mais on pourra y revenir juste après si vous le voulez bien. D'abord, je voudrais dire, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, que c'est vraiment un honneur pour moi de me présenter à vous aujourd'hui devant votre commission à la demande du Président de la République qui vous a saisi du projet de me nommer comme président directeur général d'EDF si le conseil d'administration d'EDF le propose et si le Parlement l'approuve, bien sûr. Vous n'entendez pas? Pardon. Alors, je vais me rapprocher du micro. Voilà. Alors, par l'importance de sa mission et grâce aux succès qui ont émaillé son histoire, naturellement... Vous m'entendez maintenant? C'est bon? Bon. EDF est une fierté nationale.
dont nos concitoyens attendent légitimement beaucoup. Et les générations de femmes et d'hommes qui ont façonné cette entreprise depuis 1946 peuvent être fiers de leur contribution au développement de notre pays. Et s'est convaincu du rôle essentiel et stratégique que joue EDF et qu'il aura à jouer dans les prochaines décennies, et de l'ampleur de la responsabilité de diriger cette entreprise que je me présente à vous aujourd'hui. Comme votre commission va devoir se prononcer sur ma capacité à assurer les fonctions de président directeur général d'EDF, il me semble que je dois surmonter ma réticence naturelle à parler de moi pour vous dire d'abord deux choses, l'une générale, l'autre plus personnelle, avant de vous décrire brièvement mon parcours et d'essayer de répondre en cela à une question du rapporteur. La première chose générale, c'est que je vois ce rôle moins comme une fonction que comme une mission. L'énergie, la transition énergétique, l'électricité, son prix aujourd'hui, notamment, le nucléaire, les énergies renouvelables, les réseaux, et englobe à tout cela l'avenir d'EDF. C'est évidemment un sujet qui, dans les temps que nous traversons, suppose la mobilisation de toutes les énergies, à commencer par la mienne. Et donc je voudrais simplement vous dire que j'y suis prêt, et qu'en ça, j'ai le sentiment d'être d'ailleurs totalement aligné, et je suis convaincu que tous les personnels de l'entreprise sont également dans cet état d'esprit de forte mobilisation. Le second point qui est plus personnel est le suivant. Si je suis prêt à assumer cette mission que vous avez qualifiée de difficile, Madame la Présidente, c'est parce que j'y trouve l'occasion de porter à leur aboutissement des idéaux que je porte depuis ma jeunesse. Je crois avoir servi l'intérêt général dans tous les postes que j'ai occupés, qu'ils soient dans le secteur public ou dans le secteur privé. Mais EDF, pour dire un peu familièrement, c'est autre chose. C'est peut-être la mission d'une vie. C'est pour un homme qui, au moment de ses études, a rêvé d'être ingénieur, au moment des concours républicains, a fait de son mieux pour aller dans cette direction, dans le but de servir l'industrie française, et pour qui vient le moment de rendre, par cette mission, à son pays, tout ce qu'il a pu donner à un jeune Français comme les autres, élevé dans les valeurs du mérite et du travail. Alors, pour vous dire un peu plus sur mon parcours, monsieur le rapporteur, je suis ingénieur de formation. Je n'ai jamais cessé d'apprendre pendant bientôt 30 ans de vie professionnelle, qui ont été dédiés pour moitié au service de l'État, pour moitié à la vie d'entreprise. Dans les différents métiers qui m'ont offert la chance d'une expérience diversifiée, mon parcours a toujours été focalisé sur le développement de l'industrie française et avec une très large partie dédiée au monde de l'énergie. Dans mes années au service de l'État, j'ai appris le développement d'une filière technologique complexe dans les systèmes spatiaux, à la Direction générale de l'armement, puis au Trésor, celui des grands projets d'infrastructure avec les banques de développement. J'ai participé aux négociations du protocole de Kyoto sur le changement climatique. J'ai suivi la mise en sûreté des centrales nucléaires du bloc de l'Est à la fin des années 90. J'ai ensuite, au début des années 2000, toujours au sein du ministère des Finances, j'ai soutenu le développement, la transformation des entreprises dont l'État est actionnaire, dans une période d'évolution rapide, notamment de toutes les entreprises du secteur public, à la fois pour leur régulation et pour leurs projets industriels. J'y ai connu naturellement de nombreuses négociations communautaires à cette période. Et c'est aussi à cette période que j'ai découvert le secteur de l'énergie qui vivait l'une de ses premières mutations à l'échelle européenne. Il y en a bien sûr eu beaucoup d'autres depuis. J'ai souhaité ensuite apprendre davantage en exerçant une activité opérationnelle dans le monde de l'entreprise. J'ai commencé dans le secteur financier au moment de la crise financière. J'y ai appris la conduite d'une activité en crise alors que le monde financier s'écroulait, l'importance de rester proche de ses clients en toutes circonstances. Et j'ai continué de développer ma connaissance de l'industrie française et internationale en accompagnant le développement stratégique et le financement de nombreux groupes. Je reviendrai plus tard, si vous le permettez, sur le groupe Alstom, monsieur le rapporteur. Enfin, depuis bientôt 9 ans, c'est avec beaucoup de bonheur que je sers le groupe Schneider Electric, un autre fleuron de notre industrie française, qui est un leader technologique mondial engagé dans la décarbonation de la planète grâce à l'électrification de nos usages et à l'utilisation de technologies digitales pour améliorer l'efficacité énergétique et opérationnelle de tout type d'infrastructure. Je dirige depuis bientôt 6 ans l'activité du groupe dans une 60aine de pays, principalement les pays émergents, qui représentent environ un quart du chiffre d'affaires du groupe, avec une présence opérationnelle, industrielle et humaine très forte. Mon activité m'amène à diriger des équipes pluridisciplinaires, de cultures extrêmement différentes,
et de développer leurs compétences au service de nos clients, de notre technologie et de notre capacité industrielle. Elle m'a conduit à travailler avec la plupart des opérateurs électriques de ces pays pour leur modernisation technique et numérique et à connaître l'évolution de marchés de l'électricité extrêmement variés. Enfin, pendant cette période, à la demande de l'État, j'ai été pendant 5 ans membre du conseil d'administration de Naval Group, me donnant l'occasion de suivre de près, comme président du comité d'audit de ce groupe, le seul programme de série de chaufferie nucléaire à ce jour en France, qui est le programme des sous-marins d'attaque Barracuda. C'est nourri de ces expériences diversifiées et conscient qu'il me faut encore beaucoup apprendre que j'aborde cette nouvelle phase de ma vie professionnelle. Au-delà des compétences et de l'expérience accumulée, je sais que la réussite de la mission suppose d'abord de mobiliser toute l'entreprise et l'ensemble des parties prenantes autour d'un projet d'avenir pour l'électricité dans lequel EDF jouera pleinement son rôle. J'y trouve une très grande motivation et je voudrais partager avec vous quelques idées initiales qui ne sont que celles d'un observateur extérieur à l'entreprise pour l'instant et sur la façon dont je perçois les priorités stratégiques pour EDF. Tout d'abord, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur, nous sommes dans un contexte critique à court terme qui rappelle le rôle essentiel joué par l'énergie et en particulier par l'électricité dans nos sociétés. Alors que l'Europe a bénéficié d'une grande sécurité énergétique pendant plusieurs décennies, l'énergie est devenue aujourd'hui une arme dont use la Russie pour affaiblir nos sociétés et diviser l'Union européenne. Donc avant même de parler de prix de l'énergie, c'est notre capacité à disposer de suffisamment d'énergie pour répondre à nos besoins qui est en jeu avec l'arrêt d'approvisionnement de l'Europe en gaz russe notamment. Malheureusement, dans ce contexte de crise énergétique, EDF traverse elle-même une crise sérieuse d'ordre technique et industriel qui accentue la tension sur l'offre d'énergie. Alors, vous avez parlé du phénomène qui est inattendu, de corrosion sous contrainte sur certains réacteurs nucléaires, qui est venu soudainement aggraver la tendance baissière qu'on observait depuis un certain nombre d'années de la production nucléaire, liée au vieillissement du parc et à la nécessité d'entretien. Je n'ai pas à ce stade une connaissance suffisante de ce phénomène pour livrer un diagnostic. Mais ce que je constate, c'est que l'entreprise, en liaison avec l'autorité de sûreté nucléaire, a appliqué d'emblée des mesures de sûreté et en mettant la sûreté au premier plan, ce qui constitue un élément essentiel du pacte de confiance qui unit EDF à la nation, et que immédiatement, l'entreprise, en liaison avec les entreprises de la filière et l'autorité de sûreté, ont mis en œuvre un plan qui permet de développer les solutions adaptées dans les meilleurs délais pour permettre la reprise de production en toute sûreté. J'ai été confronté moi-même plusieurs fois à des difficultés de production, soit au sein de Schneider Electric, soit chez nos clients. Schneider Electric est un opérateur qui fournit des solutions de procédés industriels et de sécurité dans les procédés industriels. Donc ça nous arrive aussi. Je sais que ça nécessite la mobilisation de toute l'entreprise et de l'ensemble du secteur. Je pense qu'aujourd'hui, cette mobilisation est celle d'EDF et dès les premières heures de mon mandat, si vous me confirmez dans cette direction, je me consacrerai totalement à la tête et aux côtés des équipes d'EDF avec les entreprises de la filière à tenir les engagements de l'entreprise pour la reprise de la production des réacteurs à l'arrêt. Alors au-delà de la production électrique nucléaire, la situation de tension énergétique liée au gaz et à l'hydroélectricité, qu'il ne faut pas oublier parce que la sécheresse de l'été dans toute l'Europe a des effets sur la production électrique pour cet hiver dans toute l'Europe, nous impose de nous préparer collectivement au passage de l'hiver par un effort de réduction de notre consommation. Je suis convaincu de très longue date de la nécessité de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Je soutiens totalement les initiatives permettant à chacun d'agir en citoyen et cet effort collectif est indispensable pour alléger la demande et diminuer les risques de délestage cet hiver et les suivants. Et donc nous continuerons d'œuvrer en ce sens. Le prix de l'électricité est bien sûr la résultante de toutes ces tensions et sur le gaz, le nucléaire, mais aussi l'hydraulique à l'échelle européenne. À court terme, les clients français bénéficient d'une meilleure protection que les voisins européens. Le prix de l'électricité en Europe est en moyenne 2 fois plus élevé qu'en France aujourd'hui. Il existe pourtant des situations difficiles et certains d'entre vous en ont déjà parlé et j'en suis bien conscient, je le sais, je n'en suis pas satisfait. Je travaillerai avec les clients d'EDF et avec le gouvernement pour trouver des solutions adaptées chaque fois que c'est possible.
Dans ce contexte, la situation financière d'EDF se tend sous l'effet conjugué de la baisse de la production et des mesures de régulation destinées à limiter les hausses de prix de l'électricité. Cette situation nécessite de la vigilance à court terme pour ne pas devoir réduire les investissements et compromettre l'avenir. Elle devrait s'améliorer avec la reprise de la production du parc nucléaire, mais elle nécessite impérativement de trouver un équilibre et une visibilité de long terme de la régulation permettant de nous engager dans un nouveau cycle d'investissement devenu indispensable. Ceci me conduit maintenant à aborder les perspectives de moyen terme d'EDF, en essayant de répondre à certaines des autres questions de Monsieur le rapporteur. Alors, tous les experts internationaux confirment le rôle grandissant de l'électricité décarbonée, dont toutes les formes devront être mobilisées. Le nucléaire, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, le thermique décarboné, le stockage, la flexibilité, les smart grids. J'ai vu dans mes fonctions actuelles à quel point ce mouvement est mondial et à quel point la croissance des besoins en électricité nécessite une intelligence de système. De la production aux clients en passant par les réseaux, je suis convaincu que nous sommes au début d'une révolution industrielle fondée sur l'électricité et le numérique et de l'importance de l'électricité pour atteindre l'ambition de la France d'être neutre en carbone en 2050. De manière générale, EDF est attendu comme un acteur absolument majeur dans cette transition. Au fil des dernières années, évidemment, EDF a connu une mue très importante du grand service public de l'électricité engagé dans la production électrique, dans les réseaux, la commercialisation d'un tarif unique. Il s'est transformé en l'espace de 2 décennies en un acteur d'un marché européen concurrentiel, producteur d'électricité aussi bien nucléaire que renouvelable, développant et construisant des installations de production d'électricité décarbonées en France et en Europe et dans le monde. Son offre commerciale s'est considérablement diversifiée pour satisfaire les attentes du marché et les réseaux se sont adaptés à la décentralisation et à la numérisation. C'est aujourd'hui un grand énergéticien mondial et qui doit continuer à tenir ce rang. Grâce à l'étendue et à la qualité des compétences dont elle dispose et par la nature même de sa raison d'être, EDF est bien placé pour jouer ce rôle de premier plan dans ce nouveau monde électrique. Et je voudrais détailler un certain nombre de piliers stratégiques qui me paraissent essentiels pour le succès de la mission d'EDF. J'ai observé beaucoup d'opérateurs électriques dans le monde et je crois que le succès de leur mission repose sur la capacité de développer de façon optimale 3 piliers d'activité qui constituent un système d'ensemble. Comme pour toute industrie, les solutions permettant aux clients d'optimiser leur consommation énergétique, d'une part, une production compétitive et résiliente de diverses sources d'électricité, d'autre part, et enfin, des réseaux permettant d'assurer la fourniture et l'équilibre partout et à tout moment, dans le respect, bien sûr, de leur gouvernance spécifique. Je commencerai par les clients, sans qui aucune entreprise n'existe, encore plus pour EDF, dont le rôle est premier dans la satisfaction des besoins collectifs. Les difficultés de court terme sur les prix de l'électricité doivent conduire à accélérer les solutions permettant aux clients, entreprises, particuliers et collectivités de mieux gérer leur énergie. Il y a d'ores et déjà une accélération massive en France des raccordements d'autoconsommation, qui est un rattrapage par rapport à d'autres pays. EDF doit continuer à accompagner ses clients dans leur transition énergétique. Cela concerne les entreprises et les collectivités dans leurs installations industrielles ou tertiaires, ou pour développer des outils intelligents pour les aider à piloter leur consommation. Cela concerne également les particuliers qui souhaitent réduire leur consommation, électrifier leurs véhicules, installer une pompe à chaleur ou devenir autoconsommateur. Ces évolutions ainsi que le développement de la capacité de stockage permettront d'introduire davantage de flexibilité dans le système électrique qui en a grandement besoin et d'accompagner l'électrification des usages en limitant les volumes d'investissement en moyens de production centralisés. La priorité d'EDF est donc d'apporter toutes ces solutions innovantes à l'ensemble de ses clients. Je voudrais maintenant aborder les enjeux de la production électrique. Nous sommes à la croisée des chemins, comme les analyses de très grande qualité publiées par RTE sur les différents scénarios de production et d'investissement d'ici 2050 l'ont montré avec une perspective très éclairante sur l'avenir. Sans entrer dans le détail du commentaire de chaque scénario, parce qu'il y a beaucoup de scénarios qui montrent un éventail de situations possibles, il me paraît raisonnable de dire que le problème qui se pose à nous aujourd'hui est moins de piloter finement la part de chaque mode de production que de nous mettre en mesure collectivement de produire suffisamment de chacun de ces modes pour assurer une production suffisante et diversifiée à terme.
Donc je vais passer en revue ces différents modes en commençant par le nucléaire et simplement partager avec vous ma vision de la façon dont on peut évoluer sur chacun de ces modes. Alors, il est clair qu'il n'y a pas de stratégie bas carbone possible sans production nucléaire. C'est évidemment une approche de la France depuis très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de pays parviennent à cette conclusion. Et je l'ai constaté dans mes fonctions d'aujourd'hui. Tout simplement parce que le nucléaire est la seule énergie, seule source de production électrique aujourd'hui, fournissant une électricité de base non carbonée. Nous avons la chance que nos anciens aient réussi une performance inouïe, qui est de développer une filière industrielle et de déployer 58 réacteurs en moins de 20 ans, qui nous permet de bénéficier aujourd'hui d'une électricité compétitive et abondante. Entretenir et prolonger la durée de vie de ce parc est naturellement la première priorité d'investissement d'EDF avec le programme du grand carénage. Mais il nous faut également être prêts pour le moment où la performance de nos anciens nous rattrapera sous forme d'un effet falaise lorsqu'on ne pourra plus prolonger ce parc et où il nous faudra trouver une source de renouvellement. C'est la raison pour laquelle le nouveau programme nucléaire français doit maintenant être rapidement lancé pour que nous disposions durablement d'une électricité de base suffisante. Et c'est le cap fixé par le président de la République dans son discours de Belfort. Alors, c'est d'abord un défi humain. C'est bien comme ça que je le prends. Je suis convaincu que disposer des compétences les plus pointues dans l'ensemble de la filière nucléaire est crucial pour parvenir à relever le niveau de production et pour sécuriser aussi le grand programme industriel qui s'annonce avec la construction des nouveaux réacteurs nucléaires. J'ai conscience du rôle singulier d'EDF à la tête de la filière nucléaire, qu'elle recompose activement avec l'intégration de Framatome en 2018, bientôt sans doute avec celle des activités nucléaires de General Electric. Il nous faudra structurer, amplifier le travail mené depuis quelques années pour attirer les talents dans ces métiers, attirer à nouveau vers l'industrie en France. Et j'aurai à cœur de garantir que la filière dispose durablement des compétences nécessaires pour relever le grand défi qui se présente à elle. Naturellement, il y a de nombreuses autres dimensions, nous pourrons y revenir, techniques, financières, industrielles à ce défi. Ce n'est pas seulement celui de l'entreprise, mais celui de la nation. Et je m'attacherai à définir avec les pouvoirs publics l'ensemble des modalités nécessaires au succès de ce programme avec l'obsession de fournir aux Français une électricité abondante, sûre, compétitive et durable dans les meilleurs délais. Je voudrais passer maintenant à l'hydraulique et aux renouvelables, si vous le voulez bien. Nous devrons aussi trouver un chemin de développement pour l'hydraulique. L'eau est une ressource dont les usages sont multiples, absolument majeurs, que ce soit pour l'énergie, l'agriculture, le tourisme, et nous devons exploiter tout son potentiel. Le rôle d'EDF auprès des collectivités est d'assurer la cohérence de la ressource tout au long des cours d'eau et de conjuguer une production hydroélectrique durable et les autres usages tout en préservant la biodiversité. Les projets d'investissement ne se réalisent pas aujourd'hui par manque de visibilité sur le cadre de long terme. Donc, je sais que les discussions sont en cours. Monsieur le rapporteur, vous les avez mentionnées, sur comment fournir un tel cadre à EDF, et je m'attacherai à ce qu'elles aboutissent pour permettre de relancer ce secteur. Le développement des renouvelables, je sais qu'il vous occupe beaucoup, y compris la nuit en ce moment, est également une composante essentielle d'une production diversifiée pour EDF en tant qu'opérateur de systèmes électriques. EDF s'y est largement engagé avec des partenaires financiers permettant de partager les besoins d'investissement. La France n'est pas en reste dans le développement d'EDF dans les ENR puisque le groupe est leader de l'éolien terrestre. Il est leader de l'éolien maritime en France et dans le podium sur le solaire. Mais nous savons qu'il faut accélérer. EDF ne sera naturellement performant en France qu'en restant un acteur mondial dont la taille critique permet de bénéficier d'effets d'échelle, d'avoir des conditions d'achat optimales, en partageant naturellement avec des partenaires les investissements nécessaires pour ne pas peser excessivement sur la capacité de financement du groupe. Le troisième pilier indispensable du système électrique est la performance des réseaux. Les réseaux de transport et de distribution sont eux-mêmes en pleine mutation pour faciliter la transition énergétique. Et l'importance de l'électricité dans notre quotidien amène logiquement à une très grande exigence de qualité. Le métier de la distribution électrique est très fortement ancré dans le territoire et accompagne les changements profonds associés à la production renouvelable décentralisée. La flexibilité accrue de l'offre et la demande d'électricité locale change profondément la nature du métier de gestionnaire de réseau et nécessite des investissements importants en raccordement et en système numérique.
Et ça, je l'ai vu dans le monde entier. Nous passons d'un système unidirectionnel qui permettait l'acheminement de l'électricité depuis de grands centres de production vers les consommateurs à un système bidirectionnel qui maille le territoire en permettant la flexibilité et l'échange d'électricité. C'est une évolution, c'est même une révolution qui se passe dans tous les pays du monde. Et la priorité pour EDF, dans le respect de la gouvernance spécifique des réseaux, bien sûr, est de soutenir ces transformations dans un cadre de régulation adapté. Je voudrais ajouter un point simple mais essentiel, répondant cela en partie, je pense, à monsieur le rapporteur aussi, qui est que pour répondre à tous ces enjeux stratégiques du système électrique, ce ne sera possible que si nous réformons profondément les règles de marché. À l'échelle européenne, bien sûr, et en partie à l'échelle nationale, pour permettre l'investissement et donner à EDF un cadre de moyen terme stable. La crise énergétique actuelle, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, met en lumière un certain nombre de faiblesses de nos règles de marché européens. Les gouvernements européens ont adapté des mesures d'urgence pour faire face aux défis les plus immédiats et protéger les consommateurs des hausses exorbitantes de prix de gros en agissant sur le gaz électrogène et sur les prix de production d'électricité. Mais au-delà de la crise actuelle, il est indispensable de réfléchir au futur cadre de marché européen pour compenser les défaillances des règles de marché mises en lumière par la crise actuelle. Je vous livre quelques idées qui sont des idées préliminaires et sur lesquelles il faudra naturellement que je travaille beaucoup et pas tout seul avec l'ensemble des acteurs du secteur. Le premier élément, c'est que nous avons un cadre de marché qui est trop exclusivement focalisé sur le court terme et sur l'équilibre de court terme. La deuxième défaillance est qu'il y a naturellement une conséquence lourde de la formation du prix de l'électricité à partir du prix du gaz, alors que l'évolution du mix de production fait que le prix du gaz représente une quote-part, le gaz représente une quote-part de plus en plus faible de la production d'électricité et que nous avons de plus en plus de production à coût variable nul. Le troisième élément, c'est qu'il y a une insuffisante prise en compte des besoins de flexibilité dans le fonctionnement du marché, notamment sous forme de contrats de long terme et de pilotage de la demande. Voilà les éléments qui, pour quelqu'un qui a opéré dans beaucoup d'autres marchés électriques, revient vers le marché européen, frappe, et donc sur lesquels je compte travailler. Je suis heureux de voir que le sommet européen de la semaine dernière a permis d'engager le travail communautaire pour repenser le cadre de marché, et évidemment, EDF apportera ses idées et son expertise aux autorités françaises et européennes, à qui il revient de fixer le cadre de marché. Dans le cas plus spécifique d'EDF, le mécanisme de l'Arenh est à bout de souffle. S'il a permis de protéger les clients de prix de marché trop élevés, y compris en ce moment, il n'a pas permis de développer de véritables investissements concurrents, tout en affaiblissant sérieusement ceux d'EDF. Donc son échéance est fixée à 2025 et je m'attacherai à créer avec l'État et la Commission européenne l'indispensable visibilité à moyen terme nécessaire pour sécuriser la trajectoire d'investissement d'EDF pour le pays. Je terminerai ce volet stratégique d'un mot sur la préparation de l'avenir, parce que je pourrais être beaucoup plus long et je le serai trop. Comme ingénieur, je suis convaincu que l'évolution technologique va continuer de nous apporter des solutions nouvelles pour l'électricité. C'est le rôle d'EDF dans le domaine de la R&D, recherche et développement, d'y contribuer. Et c'est aussi la raison de la présence à l'international qui est destinée à connaître et à pratiquer des environnements électriques différents. Sur tous ces aspects stratégiques qui s'inscrivent dans la continuité de la raison d'être d'EDF définie sous l'égide de Jean-Bernard Lévy avec une très large participation de l'ensemble de l'entreprise, j'engagerai un travail en profondeur avec les équipes d'EDF dans les premiers mois destiné à proposer une feuille de route d'ici le printemps. Au moment de conclure, je voudrais partager avec vous quelques convictions fortes qui guident mon action en tant que dirigeant d'entreprise. Je crois que la satisfaction des clients est le premier objectif de toute entreprise. Je crois que la réussite de l'entreprise n'est possible que par l'engagement et le développement des compétences et des talents des personnes qui la composent, que la diversité des origines et des savoirs et la mixité sont indispensables à la réussite d'une équipe, que le dialogue entre les parties prenantes de l'entreprise et le dialogue social créent la confiance nécessaire au progrès, que la concurrence et la compétition sont bénéfiques à l'entreprise en la poussant à faire mieux sans cesse, que la culture de l'engagement et de la performance est indispensable en la poussant à la réussite d'un projet d'entreprise, que la responsabilité sociale d'entreprise est un engagement et pas une contrainte, qu'il est possible de concilier la préservation de la planète, le développement et le bien-être,
et que l'électricité décarbonée est un atout majeur de progrès et d'industrialisation. Alors EDF n'est certes pas une entreprise comme les autres, dépositaire du modèle du service public et animée par l'intérêt général. L'entreprise doit relever en même temps de nombreux défis. Au-delà des défis du moment, je crois qu'elle est en mesure de renouer avec l'excellence et l'exemplarité industrielle qui fait notre fierté partout dans le monde et de jouer un rôle majeur dans l'avenir électrique. L'actionnariat d'EDF est appelé à évoluer dans le cadre du projet de l'État de détenir 100% du capital en tant qu'actionnaire de long terme. En plein accord avec l'État actionnaire, je veux dire ici que EDF restera géré comme une entreprise industrielle avec son intérêt social et sa personnalité morale propre. Et ce sera naturellement ma mission et ma façon de travailler. Je souhaite aborder cette mission en bâtissant une vision d'avenir et une relation confiante avec les pouvoirs publics, indispensable pour réussir à relever les défis d'ampleur nationale qui sont devant nous. EDF ne peut réussir à servir le pays qu'avec cette relation de confiance. Je m'attacherai à ce qu'elle soit nourrie de contacts réguliers avec votre commission et avec l'ensemble des élus dans les territoires. Et je serai naturellement heureux de revenir devant vous, si naturellement vous confirmez ma nomination, dans quelques mois, si vous le permettez. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre attention. Je suis naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions, en vous remerciant de bien vouloir m'excuser si mes réponses à ce stade, qui sont celles d'un observateur extérieur, peuvent manquer un peu de précision. Et peut-être, si vous me le permettez, Madame la Présidente, puis-je commencer par essayer de répondre à celles des questions de Monsieur le rapporteur que je n'aurais pas d'ores et déjà couvertes dans mon propos liminaire. Alstom. Alors, Alstom. Donc, comme dans tout sujet industriel, il faut un peu de perspective, parce que les faits industriels sont sur le long terme. Je rappelle qu'Alstom a acquis au tout début des années 2000 l'activité de production électrique de turbines à gaz notamment, d'un groupe suédo-suisse qui s'appelle ABB, et que cette acquisition a amené Alstom tout au bord de la faillite à l'été 2003, puisque les turbines en question n'étaient pas de qualité et donc avaient conduit l'ensemble des clients de ces turbines à réclamer à Alstom 4 milliards d'euros. À l'époque, le ministre des Finances que j'avais l'honneur de servir, à qui je veux rendre hommage ici, qui était Francis Maire, a pris une décision courageuse qui est de dire « Nous ne laisserons pas Alstom partir à la faillite et nous mettrons en place un plan qui permet de pérenniser l'ensemble des activités d'Alstom ». Et Alstom a continué son chemin, traversant cette crise très difficile et se redressant. Et donc cette activité de production électrique, de turbines, qui étaient des turbines à gaz, à vapeur, etc., a poursuivi son chemin sur une décennie, traversant d'autres défis. Donc les défis qui ont suivi ont été naturellement la crise financière, et puis l'accélération de la transition énergétique dans le monde entier. Si bien qu'au début de la décennie 2010, le monde des turbines à gaz, notamment, le monde des fabricants de turbines à gaz était en crise mondiale parce que plus aucune nouvelle turbine à gaz n'était fabriquée où que ce soit et ce métier ne vivait plus que de la maintenance de la base installée des turbines à gaz. Et Alstom, qui était convalescent dans ce monde-là, les leaders mondiaux étant General Electric, Siemens et Mitsubishi, s'est retrouvé dans la situation dans laquelle ce métier souffrait énormément et risquait à nouveau d'emmener l'ensemble du groupe dans des difficultés. Et donc, les dirigeants d'Alstom de l'époque ont naturellement cherché les évolutions stratégiques indispensables pour préserver cette activité, d'une part, mais également préserver la compétitivité de l'ensemble du groupe. Et c'est dans ce cadre que, en tant que banquier d'affaires, je m'en excuse, c'est un métier, j'ai été amené à participer simplement à la prise de contact initiale avec General Electric, qui est un grand industriel, partenaire de Safran depuis 50 ans, ayant permis à Safran de devenir, avec General Electric ensemble, leader mondial d'un des segments, du plus large segment des moteurs aéronautiques. Donc c'est aussi un grand partenaire d'industriels français. Donc voilà, j'ai participé à ce premier contact et ensuite j'étais parti chez Schneider Electric, donc je n'ai pas suivi le reste de cette transformation.
Très bien, merci beaucoup. Je vais activer le processus de questions. Vous êtes extrêmement nombreux, ce qui montre l'intérêt que notre commission porte évidemment à EDF et à votre nomination. Je demanderai donc à nos collègues de poser vite leurs questions, vraiment 1 minute 30 maximum, parce que nous devons laisser M. Raymond à 10h30. Vous êtes aujourd'hui 15 à poser des questions pour aller à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une fantaisie de sa part, c'est juste une obligation. Voilà. On va commencer par Jean-Claude Tissot, ensuite Jean-Pierre Moga. Merci Madame la Présidente. Je vais être très bref. Monsieur Raymond, bonjour. J'ai une seule question. Pour que nous ayons une vision précise de votre orientation et de vos objectifs pour EDF, après avoir suivi la privatisation des autoroutes et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, après avoir participé à la libéralisation du marché de l'énergie et de la privatisation de GDF, après avoir travaillé pour l'introduction en bourse d'EDF, lors de vos passages dans les cabinets ministériels de Bercy, après avoir supervisé la vente d'Alstom à General Electric, lors de votre passage dans une banque d'investissement, comment l'expert de la privatisation et de la libéralisation que vous êtes compte agir pour participer à la renationalisation d'EDF? N'est-ce pas un aveu que le projet Hercule est de retour avec une privatisation à venir des actifs intéressants et une simple nationalisation de la production nucléaire? Merci, monsieur. Merci, Jean-Claude. Jean-Pierre Moga, ensuite Fabien Gay. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Raymond, d'ores et déjà, j'avais plusieurs questions, mais vous avez répondu à certaines dont je ne vous les reposerai pas, notamment, il y en avait une sur l'AREN. Je voulais vous interroger, moi, sur les SMR. Ces petits réacteurs modulaires qu'on peut fabriquer en série, exporter ou utiliser sur le territoire national, en outre-mer, etc., à des endroits où on n'a pas la possibilité aujourd'hui, en dehors des énergies fossiles, de produire de l'électricité. Donc, je voulais savoir la stratégie que vous envisagez de porter au sein du groupe EDF pour fabriquer, développer et commercialiser ce type de petites centrales, sachant que vous y avez fait allusion, vous avez été chez Naval Group, on a quand même au niveau national une expérience avec les chaufferies des sous-marins et de notre porte-avions. Voilà, je vous remercie. Merci, pardon de vous presser. Fabien Gay, merci, ensuite Martine Berthet. Merci Madame la Présidente, Monsieur Raymond. Je suis un grand défenseur d'EDF et ses usagers. Deux questions. Moi, je n'ai pas bien compris ce que vous pensiez sur l'AREN, qui est un système de spoliation d'EDF et de ses usagers. Faut-il en finir avant 2025 ? Et quelle régulation vous proposez après? Et la deuxième chose, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre feuille de route. On est privé de débat parlementaire. On a une réétatisation d'EDF sans débat, qui va rester une société anonyme. Et donc, c'est quoi votre feuille de route? Est-ce que c'est reprendre un Hercule 2.0 avec une filialisation, une vente d'actifs? Vous allez avoir en tête une grande entreprise avec 70 milliards de dettes. Est-ce que vous allez vendre des actifs comme Dalkia? Est-ce que c'est se séparer d'un certain nombre d'activités ou de salariés? Ou est-ce que vous venez pour créer ou recréer un grand service public de l'énergie? Je vous remercie. Merci beaucoup Fabien. Martine Berthet, ensuite Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Monsieur Raymond, quelles actions pensez-vous pouvoir entreprendre avec 100% du capital par rapport aux 84% précédents? Quelles actions supplémentaires? Et alors la question est un peu liée. Au niveau des concessions des barrages, que pensez-vous qu'il va se passer? Merci. Merci. Bernard Buis, ensuite Viviane Artigalas. Merci Présidente. Deux questions rapidement. Monsieur Raymond, vous avez travaillé sur l'introduction en bourse d'EDF en 2005. Aujourd'hui, EDF fait l'objet d'une renationalisation. Avec quel état d'esprit comptez-vous aborder cette nouvelle étape dans la vie d'EDF si votre candidature est retenue? Ma deuxième question porte sur la relance de l'énergie nucléaire. Quelles seront vos priorités? La relance du parc nucléaire est aujourd'hui retardée en raison d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Or, EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs à l'arrêt pour cet hiver, comme l'a souligné la ministre Agnès Pannier-Runacher en septembre dernier. Cette promesse est-elle tenable? Quelles mesures comptez-vous prendre pour réussir ce défi? Et puis, sénateur Dromois, je vous glisse bien sûr que le territoire de Pierre-Latte, Bolène, Saint-Paul-Trois-Châteaux verrait d'un bon œil l'annonce de la construction du 3e EPR prochainement. Tout est prêt. Tigalas, ensuite Amel Gaker. Viviane est là.
Oui, merci. Donc les questions étaient posées, c'est sur les concessions hydroélectriques, mais je vais compléter celle de Martine Berthet en demandant, vous aussi, est-ce que vous avez une feuille de route, si les concessions restent là, sur de nouveaux développements, sur des investissements à faire? Est-ce que vous avez des objectifs à ce sujet? Viviane Hamel-Gacquer. Madame la Présidente, Monsieur Raymond, cela a été dit, les enjeux du groupe EDF sont nombreux et ce, dans un contexte budgétaire plus que tendu pour EDF, notamment un enjeu d'indépendance énergétique, également une énergie accessible à tous, à un prix acceptable. Vous avez déjà apporté pas mal de réponses. Par contre, deux sujets n'ont pas encore été évoqués précisément. L'impact du coût de l'indépendance énergétique sur les ménages français. Il va falloir leur expliquer que l'électricité va coûter de plus en plus cher. C'est un fait. Comment comptez-vous engager cette évolution dans un contexte de baisse généralisée du pouvoir d'achat? À plusieurs reprises ont été évoqués également les investissements nécessaires pour renouveler, optimiser le parc nucléaire, notamment les 6 EPR de seconde génération annoncés par le président. Par contre, n'a pas encore été évoqué le sujet sensible des déchets à longue durée de vie, une question essentielle pour les pays équipés de réacteurs nucléaires qui arriveront nécessairement en fin de vie pour notre parc nucléaire français, vieillissant et défectueux, fonctionnant à 50%. Donc, quelle est votre vision sur ce point sensible pour nos concitoyens, pour tous? Merci. Merci beaucoup, Amel. Françoise Ferrat, pardon, excuse-moi Françoise, qui est là. Ensuite, Laurent Duplon. Et je dis à mes collègues que je vous prends dans l'ordre de la boucle WhatsApp. Hein. Voilà, donc Françoise. Merci, Madame la Présidente. Une question que je pense particulière, Monsieur Raymond. Si mes informations sont justes, une concertation organisée par le gouvernement a été lancée pour permettre au grand public de s'exprimer sur l'avenir du bouquet énergétique français, avec évidemment le nucléaire au cœur des débats. 3 grandes questions seront posées, avec comme objectif la neutralité carbone en 2050. Première question, comment adapter notre consommation? Comment satisfaire nos besoins énergétiques tout en sortant de notre dépendance aux énergies fossiles? Et comment planifier et financer notre transition énergétique? Alors, évidemment, je suis attachée à la concertation, mais, Monsieur Raymond, je m'interroge sur la méthode qui pourrait vous permettre la prise en compte du résultat des réponses du public. Et avez-vous déjà élaboré cette méthode? Merci beaucoup, Françoise. Laurent Duplon, ensuite Franck Ménonville. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Raymond, dans la vie, il y a des éléments extrinsèques et des éléments intrinsèques. Dans les éléments extrinsèques, j'avais plutôt envie de ne pas voter pour votre accession à la présidence d'EDF. Mon avis a plutôt évolué au vu de ce que vous faites et du moins de ce que vous dites, puisque vous répondez directement aux questions et vous n'êtes pas venu avec une batterie de conseils qui vous expliquerait ce qu'il faudrait que vous disiez de façon à ne pas prendre de risques ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est un point positif qui va réviser ma position. Dans les éléments intrinsèques. Oui, parce que tout simplement, je pense qu'à un moment donné, on crève de cette technocratie abrutissante qui nous fait dire des messages qui ne correspondent pas à la réalité, qui nous font prendre autre chose que les bonnes décisions. Laurent, tu as le même temps que tout le monde, donc s'il te plaît, rapidement. Dans les éléments intrinsèques. Dernièrement, j'ai un exemple sur mon département où un jeune reprend une scierie. Dépêche-toi. 8 000 € de charge d'électricité avant de le reprendre. Une fois qu'il l'a repris, il refait son contrat avec EDF, on lui annonce 69 000 €. La réponse qu'on lui donne s'il va avoir un tarif préférentiel, c'est de scier de 9 h du soir à 5 h du matin. Est-ce que là-dessus, vous allez pouvoir modifier ces réponses qui sont complètement débiles et qui consistent à ne pas répondre à ceux qui se posent des questions et des questions vitales sur l'avenir de leur entreprise? Merci beaucoup. Franck Ménonville, ensuite Florence Blatrix-Contat. Merci Madame la Présidente. Monsieur Raymond, une question rapide. Vous avez évoqué, le président de la République a évoqué le renouvellement du parc nucléaire, l'ouverture d'un nouveau programme. Vous souhaitez bien évidemment le porter. Ma question, elle est très claire.
comment vous imaginez-vous son déploiement sur le territoire? Se fera-t-il en périphérie ou proche des installations existantes? Allez-vous réouvrir des chantiers de concertation territoriale pour l'implantation notamment de ces EPR? Et puis pour renvoyer à 2 questions de mes collègues, je suis avec Gérard Longuet, mes 2 collègues de Haute-Marne, les sénateurs du département d'accueil du projet CIGEO. Donc j'aurais souhaité aussi vous entendre sur le sujet et puis la complémentarité territoriale EPR et SMR. Voilà. Franck, Florence Blastrix-Contat qui est là-bas, et ensuite Serge Mérillou. Merci Madame la Présidente. Monsieur Raymond, je souhaiterais vous interroger sur la stratégie de coopération internationale et européenne d'EDF. Le savoir-faire d'EDF, vous l'avez dit, et de ses différentes entités est largement reconnu. Ça me conduit tout d'abord à vous interroger sur le grand chantier d'Hinkley Point. Où en est-il? C'est un chantier stratégique pour la France et le Royaume-Uni, mais il pèsera lourdement dans vos comptes. Par ailleurs, c'est un investissement réalisé avec le concours de la compagnie chinoise CGN, qui est un partenaire de longue date d'EDF, notamment pour les réacteurs EPR conduits à Taishan. Comment envisagez-vous la poursuite de cette coopération industrielle, alors même que cette entreprise est parfois concurrent pour EDF? Et enfin, peut-être une question aussi sur la relation, la coopération avec l'Allemagne. Le couple franco-allemand a toujours été important dans notre politique énergétique. Pendant longtemps très liés, ces 2 pays ont semblé avoir des politiques énergétiques divergentes après le retrait de Siemens du nucléaire, quand l'Allemagne a décidé de se retirer. Quels sont aujourd'hui les axes de coopération franco-allemande dans votre secteur, que ce soit pour l'électricité, le nucléaire, le renouvelable, et quelles sont les coopérations envisagées avec les industriels allemands? Je vous remercie. Oui, la question reprend pour l'essentiel l'intervention de Jean-Claude Tissot, vous vous en doutez, mais Daniel Grémillet, au début de son intervention, rappelait que l'enjeu de cette nomination était d'abord de donner un cap à EDF, qui entre nous en manque cruellement. Mais quel cap allez-vous donner? Parce que la question pour moi c'est celle-là. Est-ce que vous allez vous inscrire dans la poursuite de cette dérive ultralibérale, de cette belle maison dont vous dites qu'elle a fait, parce que je pense qu'aujourd'hui elle a fait la fierté des femmes et des hommes qui l'ont façonnée, et qui nous a amenés dans une situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Où serez-vous mandaté pour faire de cette très belle maison l'outil stratégique au cœur de la reconquête de notre souveraineté énergétique, parce que pouvant se positionner sur des enjeux à moyen et long terme? Et puis c'est vrai que votre passé de dirigeant d'entreprise très libérale et la politique libérale ne plaide pas en faveur. Voilà. Merci Madame la Présidente. Monsieur Raymond, je n'ai pas compris sur quel mandat du gouvernement repose la candidature que vous briguez. Quel est votre projet, en réalité, organisationnel notamment? Est-ce qu'on reste dans un groupe complètement intégré? Est-ce que le EDF pour le nouveau nucléaire fait l'objet d'une filialisation particulière? Quelle est votre position, votre appréciation du projet Hercule et Grand EDF qui a suivi? Voilà, comment vous vous situez par rapport à ça? En matière économique et financière, je voudrais savoir quelles mesures vous envisagez pour redresser la trajectoire financière et bilancielle de l'entreprise, qui est très très préoccupante. Vous avez parlé de l'AREN, vous avez dit ce que vous en pensez. Dans l'hypothèse qui n'est pas certaine, mais qui est possible, où l'AREN ne serait pas supprimée, qu'est-ce que vous faites ? Et en matière tarifaire, est-ce que votre idée est d'aller vers des tarifs prenant en compte les coûts de production complets à long terme du mix énergétique national?
En matière de gouvernance, à un moment donné, il a été question de gouvernance duale d'EDF avec un président et un directeur général. Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-on appelé à se prononcer pour un poste, une fonction de PDG ou de président qui serait doté par la suite d'une fonction de directeur général ou le contraire? Voilà. Et en matière de financement du nouveau nucléaire, dernier point, il est important. Comment le financez-vous dans le contexte actuel? Est-ce que vous passez par exemple par des sociétés de projets spécifiques, de financement spécifiques, qui remettraient évidemment en cause l'intégrité l'intégration du groupe tel qu'on le connaît aujourd'hui? Je vous remercie. Merci beaucoup Franck. Dominique Estrosi-Sassonne qui se trouve ici et ensuite Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Monsieur Raymond, 2 questions très courtes. Le gouvernement a levé l'interdiction de publicité pour les offres vendues aux tarifs réglementés, comme l'offre Tempo d'EDF. Jusqu'à quand cette mesure exceptionnelle est-elle en vigueur et quelles sont vos projections de souscription d'abonnés dans les prochains mois? Et la Commission de régulation de l'énergie a lancé une enquête sur des fraudes à l'AREN de certains fournisseurs qui gonflent leur portefeuille client pour bénéficier de plus larges quotas d'électricité nucléaire à prix cassé. Comment le groupe EDF entend-il faire valoir ses droits devant la justice? Merci beaucoup Dominique. Daniel Salmon qui se trouve là-bas et ensuite Joël Labbé. On fait un groupé. Merci Madame la Présidente. Monsieur Raymond, le groupe EDF est très largement endetté, 60-70 milliards. L'AREN est souvent montrée du doigt. Ma question concerne le prix du nucléaire historique. À combien évaluez-vous le mégawattheure réel et non pas fictif du mégawattheure du nucléaire historique? La filière nucléaire, vous le savez, a de nombreux maillons faibles. En particulier, on peut parler en ce moment des piscines qui sont remplies à bord. Pouvez-vous nous faire un point sur ce maillon très important? Votre équivalent italien prévoit d'investir dans une giga-usine de panneaux photovoltaïques. Est-ce que EDF compte emboîter le pas de Enel? Et dans ce cas, comment compte-t-il intégrer notre petite filière photovoltaïque qui se meurt, celle de Photowatt? Je vous remercie. Merci beaucoup Daniel. Joël Labbé et ensuite Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. 2 questions rapides. Vous n'avez pas évoqué la production d'énergie à partir d'hydrogène. Elle semble pourtant une filière d'avenir dans la mesure où elle est produite à partir d'énergies renouvelables. Je souhaiterais votre point de vue là-dessus et les moyens à mettre dans la recherche parce que cette recherche n'est pas encore aboutie. Seconde question, vous avez beaucoup parlé de production d'énergie, c'est votre cœur de métier, mais je ne vous ai pas entendu parler, ou nous ne vous avons pas entendu parler de sobriété énergétique. Vous vendez de l'énergie, donc votre rôle c'est de vendre, et la sobriété fait en sorte que vous vendiez le moins possible. Ce qui fait ma conclusion, j'aurais aimé vous entendre parler plutôt d'usagers que de clients. Je vous remercie. Très bien. Anne-Catherine Loisier, ensuite Evelyne Renaud de Garabédia. Merci Madame la Présidente, Monsieur. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, je dirais que vous avez partagé des constats sur lesquels je pense qu'on se retrouve tous. Mais on reste un petit peu sur notre fin sur la stratégie effectivement à venir. Voilà, une fois qu'on a fait ces constats, comment ne pas retomber dans les écueils et voilà, dans les difficultés qu'on a pu constater et les choix qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Juste 2 petites questions pratiques. Vous n'avez pas, je crois, parlé en fait de la problématique de main-d'œuvre qualifiée. Donc, comment allez-vous répondre à ce défi majeur? Et par contre, vous avez évoqué le numérique, électricité numérique, le pilotage numérique. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'intérêt de l'outil. Par contre, quand on dit numérique aujourd'hui, surtout dans un domaine stratégique énergétique, on dit aussi vulnérabilité. On le voit dans le contexte de la guerre d'Ukraine avec les émissions de la Russie sur un certain nombre de dispositifs. Donc voilà, comment comptez-vous parer ces risques majeurs?
Merci beaucoup Anne-Catherine. Evelyne Renaud-Garabédian, qui est tout au fond à droite. Merci. Monsieur Raymond, deux questions. Je souhaitais vous interroger sur les cyberattaques que peut subir ou subit EDF dans les semaines à venir. Comme l'a dit ma collègue, le contexte des tensions qui existent sur le secteur de l'énergie et de la crise géopolitique avec la Russie pourrait offrir de nouvelles opportunités aux attaquants, qu'ils soient étatiques ou criminels, que ce soit pour l'appât du gain ou bien pour des résolutions d'objectifs stratégiques. Comment est-ce que vous envisagez d'importer la connaissance que vous aviez dans votre ancienne activité chez Schneider Electric? Et une deuxième question, la semaine dernière, nous avons auditionné la ministre de la Transition énergétique avec laquelle nous avons discuté sur la géothermie. Elle nous a indiqué qu'elle envisageait de développer considérablement ce secteur sous-exploité. Je voulais savoir ce que vous envisagez par la suite de faire avec la filière d'Alca, notamment avec les 50 installations de géothermie existant en France. Merci. Merci beaucoup Evelyne. Micheline Jacques, qui est cachée où? Merci Présidente. Voilà, à droite. Dans les territoires ultramarins où l'énergie solaire est prédominante, le gouvernement a décidé de revoir à la baisse le coût de rachat de l'énergie injectée dans le réseau, occasionnant un ralentissement du développement du photovoltaïque compte tenu du coût d'approche du matériel et de l'étroitesse du marché. Par ailleurs, un projet d'installation d'une turbine de production d'électricité couplée à notre usine d'incinération des ordures tarde à se réaliser. Le ministre de l'Outre-mer, lors de sa visite à Saint-Barthélemy le 16 octobre dernier, a annoncé qu'il plaiderait pour un coût de rachat d'énergie par EDF autour de 350 € du mégawattheure. Quel est votre avis sur ce sujet? Seriez-vous favorable à le défendre auprès de l'ACRE? Merci Micheline. Patricia Schillinger, ensuite Rémi. Quels seraient vos engagements en tant que PDG d'EDF pour accompagner aider les collectivités locales face à la hausse des prix de l'électricité? Après, quelles sont vos perspectives pour la business unit d'EDF, à savoir EDF SEI, qui travaille dans les zones non interconnectées, Corse, Outre-mer, île du Ponant, pour accélérer le déploiement des ENR et atteindre l'autonomie énergétique? Merci. Merci beaucoup Patricia. Rémi Cardon et pour terminer Laurent Saumon. Merci Madame la Présidente. Question très simple, que pensez-vous de la stratégie de l'État français avec la facture un peu salée des 24 milliards qui comprend effectivement 10 milliards de manque à gagner sur les recettes fiscales pour l'électricité, 6 milliards de dépenses pour le gaz et 7,5 milliards de remise à la pompe pour le carburant. En réalité, quelle efficacité derrière, si on y regarde avec ce chiffre de 24 milliards, quand le fait que l'État finance autant un couple retraité qui chauffe sa piscine qu'un travailleur modeste qui maintient sa température de son salon à 19 degrés pour le début de l'hiver. De plus, dans le bouclier tarifaire, il y a une réelle difficulté et il y a des grands oubliés. Je parle notamment des entreprises et des collectivités qui n'ont plus accès aux tarifs réglementés suite à l'application des règles européennes de la concurrence. Donc, quelle est votre feuille de route sur ce bouclier tarifaire et qu'est-ce que vous proposez pour redresser la barre? Merci. Et enfin, Laurent Saumon. Oui, Madame la Présidente, vous avez dit dans votre propos liminaire, Monsieur Raymond, que la situation financière obligeait EDF effectivement à avoir une stratégie sur les investissements, mais aussi une vision sur la régulation des prix. Comme vous êtes un observateur extérieur, encore jusqu'à aujourd'hui, quel conseil stratégique avez-vous posé comme condition au gouvernement pour cette régulation des prix et pour pouvoir permettre à EDF de se développer sur ces investissements? Voilà, Monsieur Raymond, l'ensemble des questions. Certaines sont très précises, certaines sont plus stratégiques. Je vais vous laisser y répondre. Certaines ne sont peut-être pas de votre domaine de compétences, mais je vous laisse y répondre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'en oublie un peu, mais de toute façon, je reviendrai vers vous avec des réponses plus précises. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre, si vous le voulez bien. Alors, Monsieur Tissot me demande si mon passé détermine mon avenir.
Alors, Monsieur Tissot, j'ai fait beaucoup de choses. Comme tout le monde, j'ai pas fait que des bonnes choses. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le souhait, le sentiment de trouver les voies et moyens pour les entreprises avec lesquelles j'étais en relation ou dont j'avais la charge de développer leur activité. Ça a toujours été ma direction, ça a toujours été ce qui m'a déterminé. J'ai été formé pour ça. J'ai eu des mentors comme Francis Merck, que j'ai cité tout à l'heure, un grand industriel, qui m'ont expliqué, qui m'ont appris comment fonder le développement d'une entreprise et comment ensuite travailler pour trouver les voies financières et techniques pour le développement de ces entreprises. Et dans certaines circonstances, ça amène à aller chercher des actionnaires diversifiés. Dans d'autres, ça peut amener à travailler avec un seul actionnaire. Et ben, il se trouve que cette fois-ci, je vais travailler avec un seul actionnaire, le plus probablement, puisque c'est le projet de l'État de devenir actionnaire à 100%. C'est un actionnaire de long terme et je pense que dans les circonstances du moment qui sont la relance d'un plan d'investissement qui nécessite une vision de long terme, je pense que c'est un moment utile pour l'entreprise d'avoir un actionnaire de long terme qui permet d'être son interlocuteur pour aborder ce nouveau cycle de vie de l'entreprise. Monsieur Gay, vous m'interpellez sur les SMR. Je vous remercie. Ah pardon, monsieur. Excusez-moi. Parfois, j'ai du mal à reporter au fur et à mesure. Monsieur Gay, vous m'avez interpellé sur les SMR. Alors, je crois beaucoup. Je ne vais pas faire un trop long développement sur la nouvelle filière EPR parce que ça le mériterait. Il y a beaucoup de leçons à tirer des premiers prototypes qui ont été construits sur les 2 dernières décennies avec des difficultés industrielles, des difficultés de chantier, etc. Je pense que ces leçons sont en train d'être tirées. Ça fait déjà plusieurs années que EDF travaille sur les leçons apprises à la fois à Olkiluoto, Flamanville, Hinkley Point pour se préparer à lancer maintenant la 2e génération d'EPR avec un objectif d'industrialisation. Mais je crois qu'il est souhaitable d'avoir dans cette filière comme dans d'autres, un portefeuille de solutions qui permettent de s'adapter aux besoins des clients et des pays. Donc, pour la France comme pour l'étranger, même si les SMR ne sont pas au même niveau de développement, bien sûr, que la filière EPR2, pour la France comme pour l'étranger, je pense qu'il est souhaitable d'avoir cette filière SMR qui bénéficie, vous l'avez dit, du savoir-faire récurrent accumulé notamment dans la filière propulsion navale, pour avoir un portefeuille d'options pour servir à la fois le pays et les prospects à l'export avec différents types de puissances et différents types de réacteurs. Donc évidemment, je me consacrerai à faire en sorte que ce projet aille de l'avant. Alors ensuite, j'ai oublié du coup de noter ce que m'avait dit M. Gay. Mais... Monsieur Gay, sur votre position sur l'AREN et sur la structuration. Et la dette. Et la dette. Je crois Il me semble pourtant avoir été clair sur ce que j'avais dit sur l'AREN, c'est-à-dire que c'est un mécanisme à bout de souffle qui, certes, a permis de stabiliser les prix, ou en tout cas de préserver les clients français d'une hausse excessive de prix dans l'environnement actuel. Mais pour autant, évidemment, le deuxième objectif de l'AREN, qui était de créer une concurrence réelle, n'est pas atteint, puisqu'il n'y a pas d'investissement en dehors d'EDF, clairement. Et donc, il faut réformer ce système. J'ai été assez clair là-dessus. Est-ce qu'à ce stade, n'étant pas encore dans l'entreprise, je peux vous dire exactement comment il faut le faire? Non, c'est trop tôt. J'ai besoin de travailler dessus avec les équipes d'EDF. Mais c'est bien l'orientation que je prendrai dans mes discussions avec les pouvoirs publics. Madame Berthet, voilà. Vous m'interpelliez sur les 84% et sur l'hydroélectricité. Donc sur les 84%, je pense que vraiment, nous sommes dans une phase dans laquelle EDF doit être capable de tirer à long terme, dépasser évidemment les difficultés du moment qui sont des difficultés opérationnelles et reprendre un niveau de production élevé, mais être capable de regarder à long terme. Et pour cela, avoir un seul actionnaire, ça simplifie la capacité de regarder à long terme. Sur l'hydroélectricité, vous l'avez tout à fait justement souligné. Je ne connais pas encore tous les détails du dispositif, des différentes options juridiques, techniques, etc., qui sont nécessaires à la pérennisation
de l'activité hydroélectrique. Cette pérennisation est nécessaire. Elle correspond à la volonté des pouvoirs publics, à la volonté du gouvernement exprimée également. Donc je travaillerai sur les modalités techniques précises le plus rapidement possible pour trouver un accord sur les dispositions qui permettent à EDF de poursuivre son activité hydroélectrique et de donner de la perspective de long terme, là aussi, dans les relations avec les collectivités locales, qui sont évidemment un partenaire absolument essentiel de cette activité. Ensuite, Monsieur Buis, vous m'avez demandé comment on pouvait passer de l'introduction en bourse à la renationalisation. Il faut en toute chose un peu de flexibilité, puis avec l'âge, on finit par mûrir et par considérer que voilà, il n'y a pas de direction absolue et que ce qui compte, c'est de faire avancer l'entreprise. Voilà. Donc c'est dans cet état d'esprit que je m'inscris. Sur la relance du nucléaire, sur la pénurie de main-d'œuvre, vous avez tout à fait raison. Bon, il y a déjà des mesures qui sont engagées et ça couvre bien toute l'échelle. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est pas de trouver que des ingénieurs, il faut trouver des soudeurs. Et un soudeur nucléaire, ça prend 3 ans à former. Donc on parle bien de métier industriel. Alors c'est une problématique que je connais bien dans mon métier actuel, parce que trouver des électriciens en France, je peux vous dire, c'est le même problème. Donc dans mon métier actuel, nous faisons l'effort de former, je crois, une dizaine de milliers d'électriciens chaque année en France pour que ce métier attire et ce métier perdure. Je sais que dans l'industrie navale, par exemple, dont j'étais administrateur, l'industrie navale a pris l'initiative de lancer toute une série d'écoles de formation à tous les niveaux, ouvriers qualifiés, techniciens et ingénieurs, parce que c'est indispensable. Donc le nucléaire a pris la même direction, au travers du GIFEN notamment, et je soutiendrai ces mesures. Et même j'en prendrai la tête, parce que je pense que le monde professionnel a besoin de voir toute la filière mobilisée, a besoin de voir le PDG d'EDF à la tête de ces sujets-là. Sans quoi, il n'y a pas de filière industrielle. Et s'il n'y a pas de filière industrielle, on empile les délais. Et le temps est notre principal ennemi dans tout ça. Madame Artigalas, vous m'avez posé la question sur les concessions hydroélectriques. Donc j'ai besoin de travailler sur le sujet, comme je viens de l'expliquer, mais c'est évidemment un élément absolument clé du programme stratégique d'EDF et de la volonté gouvernementale de pérenniser cette activité au sein d'EDF. Donc je travaillerai dans cette direction. Je ne peux pas vous donner toutes les modalités aujourd'hui parce que je ne les ai pas encore, mais ça fera partie de mes sujets de travail immédiats, bien sûr. Madame Gaquer, pardon, excusez-moi, je suis désolé. Vous m'avez interpellé sur le coût pour les ménages. Alors c'est un sujet délicat, évidemment, parce que finalement, nous sommes dans une situation dans laquelle, depuis 20-30 ans, les 58 réacteurs nous permettent d'avoir une énergie très compétitive. Et il faut que nous abordions maintenant un cycle dans lequel nous préparons l'avenir. Et dans ce cycle qui prépare l'avenir, tout le monde va devoir y mettre du sien. L'entreprise, en étant performante, ça c'est une partie de mon travail, c'est même l'essentiel de mon travail, si vous le voulez bien. Ensuite, la nation, dans le sens où la nation contribue au renouvellement de cette capacité, mais les clients ou les usagers, comme vous préférez, évidemment devront participer. Et je rappelle que le parc de 58 réacteurs, il a été financé sans aucun ou avec très peu, ou pratiquement sans aucun financement public. Et donc ce sont les clients qui l'ont financé. Et ils l'ont financé simplement en évitant, je crois que ce qui est le plus important, c'est d'éviter les fluctuations complètement exagérées des prix. C'est ça qui est totalement destructeur. Mais le fait que nous financions, ou que les clients financent le coût complet, y compris le cycle aval, et je fais le lien avec votre deuxième question, qui est le traitement des déchets, ça c'est une nécessité pour la pérennité de la filière. Donc oui, naturellement, je suis très attentif au sujet de l'aval et au sujet du traitement des déchets. Je ne connais pas encore tous les éléments des projets parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à redécouvrir ou à découvrir quand on est encore à l'extérieur de l'entreprise, mais c'est bien un des piliers essentiels de la pérennité de la filière et c'est bien sur l'ensemble du cycle, y compris des constructions, que je travaillerai avec les équipes d'EDF et les entreprises et les instituts ou organisations publiques qui travaillent dessus pour nous assurer de la cohérence de l'ensemble de la filière sur l'ensemble du cycle. Madame Ferrat. Voilà, si je mélange les feuilles, en plus, ça va pas aller. Alors, Madame Ferrat,
Vous m'avez demandé quelle serait ma méthode pour prendre en compte les résultats de la concertation. C'est une excellente question, madame. Et bon, la concertation, elle concerne à la fois les pouvoirs publics, bien sûr, et l'entreprise. Donc le résultat de la concertation, il va devoir être pris en compte par le gouvernement et également par l'entreprise. Donc la seule réponse que je puisse vous faire à ce stade, c'est que c'est évidemment un des sujets essentiels que je vais discuter avec le gouvernement pour prendre en considération le résultat de la concertation et voir quelles sont les suites à donner. Mais ça ne peut pas être une prise en compte uniquement par l'entreprise. C'est ça que je veux vous dire. Monsieur Pardon, excusez-moi, j'ai peur de Duplon. Voilà, j'ai peur d'écorcher les noms. Donc, ah oui, monsieur Duplon qui m'avait interpellé, qui m'a dit qu'il me donnerait sa voix et je lui en suis reconnaissant. Alors qu'il était beaucoup plus circonspect au début, donc je vous en remercie. L'exemple que vous citez est évidemment saisissant. Évidemment saisissant. Je n'ai pas, à l'heure où nous parlons, la solution. Je sais qu'il y a des situations comme ceci. Ça ne me satisfait pas. Je sais qu'EDF travaille main dans la main avec le gouvernement pour trouver un maximum de solutions possibles. Et il y en a qui sortent tous les jours, donc j'ai même du mal à les suivre à ce stade, parce que voilà, ça veut dire quand même la dimension critique du sujet est bien prise en compte par tout le monde. Voilà. Je n'ai pas de baguette magique, a fortiori parce que je ne suis pas encore dans l'entreprise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, ça sera ma préoccupation immédiate. Voilà. Après, EDF doit travailler dans les règles de marché qui lui sont fixées, mais voilà, je ferai avec le gouvernement tout ce qu'on peut. Voilà. Moi, mes clients d'aujourd'hui sont dans le monde entier des PME, donc, notamment. Donc, je sais ce que c'est. Merci beaucoup. Monsieur Ménonville, excusez-moi. Déploiement sur le territoire des différents EPR. Bon, là aussi ça relève de la concertation, je pense, évidemment, avec le gouvernement, avec les autorités locales, avec les collectivités. Il y a des problématiques d'autorisation, naturellement, qu'il faudra prendre en considération. Là aussi, j'insiste sur la dimension temps. J'ai rappelé la performance de nos anciens, 58 réacteurs en 20 ans. Je ne pense pas que nous soyons capables aujourd'hui, en tant que nation, de déployer 58 réacteurs en 20 ans. Pour des raisons industrielles, et ça me regarde largement, avec toute la filière, mais aussi pour des raisons de ce que nous sommes en tant que nation en termes de capacité à construire. Et donc là-dessus, j'aurais besoin de tout le monde, vraiment, pour être capable de répondre à l'exigence de nouvelles capacités qui sont nécessaires pour accompagner l'électrification et le renouvellement du parc. Donc je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours et que vous y avez passé d'ailleurs une partie de la nuit, si j'ai bien compris, sur les énergies renouvelables, mais ça touche tous les domaines, et évidemment le nucléaire aussi. Vous m'avez parlé de CIGEO. C'est un projet que je connais seulement un peu à ce stade, mais qui est absolument critique, bien sûr. Et donc, je ferai tout le nécessaire pour le découvrir dans les détails et pour être certain que, pour ce qui concerne EDF, nous y participions de façon active. Madame Blatrix, vous m'avez interrogé sur l'international et sur Hinkley Point. Alors, Hinkley Point est un projet très important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est important pour le Royaume-Uni dans l'équilibre futur du parc nucléaire du Royaume-Uni, important pour EDF qui est un gros acteur au Royaume-Uni, et évidemment, de la même façon que nous avons besoin de préparer l'avenir en France, EDF étant un acteur important au Royaume-Uni, nous avons besoin de préparer l'avenir au Royaume-Uni. C'est aussi important pour la filière parce que Hinkley Point arrive en termes d'activité à un moment de creux d'activité. Et quand vous n'avez pas d'activité dans une filière, vous détruisez la filière industrielle. Donc Hinkley Point est très important de ce point de vue-là aussi. Et donc évidemment, je m'y rendrai et je suivrai le projet de près. Comme tous les projets, il peut avoir des aléas et des difficultés, et nous y ferons face et nous les relèverons. Voilà. Ensuite, la relation avec l'Allemagne. Vous m'avez interrogé sur la relation avec l'Allemagne. Je pense que c'est un point très important. Et nous le voyons d'ailleurs dans les discussions quasi quotidiennes qui animent aujourd'hui les discussions intergouvernementales et européennes. Je crois vraiment, et ça correspond à l'expression du gouvernement et du président de la République, que nous devons
construire un nouveau consensus énergétique avec l'Allemagne. Il y a des divergences, elles sont claires. Mais c'est vraiment très important pour l'avenir du marché électrique européen que ces divergences soient exprimées, aplanies, pour que nous arrivions à créer un nouveau consensus européen sur l'électricité notamment, mais sur l'énergie plus généralement. Monsieur Mériou, vous m'avez demandé si j'arrivais avec un plan, vous avez dit ultra-libéral, je crois. Écoutez, je me souviens d'un de mes collègues qui m'avait dit je suis surtout ultra-humaniste, c'est ça qui me définit mieux que ultra-libéral. Je crois à l'entreprise, il n'y a pas de doute là-dessus, je crois à la réussite de l'entreprise et je crois que l'entreprise se développe par les projets qu'elle forme elle-même et qu'elle conduit à la réussite par sa capacité à les mener à bien. Voilà ce à quoi je crois. Je n'arrive pas avec un plan qui m'est défini, et j'arrive avec le mandat de faire réussir EDF. Voilà mon mandat. Monsieur Montaugé, vous m'avez posé la question de mon mandat aussi, donc je pense que je peux vous faire à peu près la même réponse. Je n'ai pas l'habitude de raisonner sur les organisations avant d'avoir raisonné sur l'objectif. Je pense que c'est un raisonnement qui est à l'envers. Donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer dans mon propos liminaire, c'est que ma vision d'un opérateur électrique qui réussit, c'est une entreprise qui réussit à avoir 3 métiers fondamentaux, qui sont le développement de solutions pour les clients, une production diversifiée et les réseaux. Et c'est bien dans la capacité d'avoir ces 3 métiers fondamentaux fonctionnant en synergie au sein d'EDF que je pense fonder la réussite future d'EDF. Alors, il y avait beaucoup d'éléments, Monsieur Montou. Mais bon, la reine, je crois que j'ai... Que je souhaite voir supprimer personnellement. Qu'est-ce qui se passe, voilà, et la question du financement, des financements et du redressement des trajectoires financières et bilancières de l'entreprise. Alors, sur la reine, je crois avoir répondu à certains de vos collègues. Sur le financement du nouveau nucléaire notamment, il y a du travail à faire. Il faut inscrire le financement du nouveau nucléaire dans une perspective de long terme qui concerne bien sûr EDF au premier chef, mais qui doit permettre d'avoir cette vision de long terme qui est indispensable au cycle du nucléaire. Donc j'ai besoin de travailler, je reviendrai vous voir une fois que j'aurai des modalités qui sont arrêtées. Et qui sont partagées naturellement avec le gouvernement et probablement la Commission européenne aussi. Madame Estrosi Sassone, vous m'avez interrogé sur la publicité Tempo jusqu'à quand? Je ne sais pas. Je suis très heureux d'avoir reçu moi-même la proposition d'adhérer à Tempo, ce que je vais faire bien sûr. Vous m'avez interrogé sur les fraudes à l'AREM, qui m'interpellent autant que vous, clairement. Je pense que c'est un des signes que l'AREN est un dispositif qui fondamentalement ne fournit qu'une option gratuite à un certain nombre de commercialisateurs qui peuvent, le cas échéant même, en abuser. Donc nous suivrons attentivement les résultats de l'enquête de la Creux et, le cas échéant, évidemment, je regarderai ce qu'il convient de faire d'un point de vue juridique de la part d'EDF. Monsieur Salmon, vous m'avez interrogé sur le niveau de la dette, sur le coût complet du nucléaire réel. Honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui, je ne suis pas dedans. Donc c'est évidemment une des questions essentielles que je me poserai dès que je suis dans l'entreprise pour m'assurer que dans les discussions futures, ce soit naturellement bien pris en compte sur les dispositifs de régulation. Vous m'avez interrogé sur les piscines. J'ai compris que c'était les piscines nucléaires. Et donc je vous fais la même réponse, qui est que je suis bien conscient qu'il y a un sujet aval et que je vais travailler sur le sujet aval, évidemment. Et enfin, vous m'avez interrogé sur la Gigafactory annoncée par Enel. Je pense qu'il y a matière à réfléchir à l'échelle européenne. De même qu'on le fait sur les semi-conducteurs, je suis très sensible au sujet des semi-conducteurs parce que je suis fabricant de matériel électromécanique ou électronique aussi. Donc
l'Europe se structure maintenant en termes de capacité industrielle dans les semi-conducteurs. Je pense qu'il est souhaitable qu'une réflexion équivalente existe, pas seulement sur les panneaux photovoltaïques, mais sur un certain nombre de composants critiques qui sont sur la chaîne électrique. On peut parler des batteries, ça existe déjà. On peut parler d'un certain nombre de dispositifs électroniques, etc. Donc c'est plus large, mais je pense qu'il y a besoin d'une réflexion européenne sur ces sujets-là. Monsieur Labbé, vous m'avez interrogé sur la production d'hydrogène et sur la sobriété. Alors sur la production d'hydrogène, c'est effectivement une filière d'avenir. Elle n'est pas à stade de maturité aujourd'hui. EDF travaille dessus. Je vais découvrir quels sont les différents axes d'EDF plus en détail. De ce que j'ai pu voir dans mes activités actuelles, il y a un certain nombre de finalités de l'hydrogène qui trouvent plus naturellement leur marché que d'autres aujourd'hui. Donc vous avez des activités industrielles de l'hydrogène notamment pour lesquelles il est plus naturel et souhaitable d'aller plus vite parce qu'elles trouvent naturellement leur finalité dans l'exploitation. Ce sera probablement plus difficile de faire électricité vers hydrogène vers électricité. Ça, je pense que c'est le rendement de ce process-là est encore relève plus de la R&D à ce stade qu'autre chose. Mais en tout cas, votre préoccupation est partagée sur l'hydrogène, sur le fait que ça constitue une filière d'avenir sur laquelle EDF doit être présent. Alors je suis un peu déçu que vous n'ayez pas entendu mon plaidoyer pour la sobriété, parce que s'il y a bien un sujet sur lequel, bien avant d'être candidat à la présidence d'EDF, je travaille tous les jours, c'est la sobriété et l'efficacité énergétique, qui est l'un des credos de l'entreprise qui m'emploie aujourd'hui. Et donc dans tous les pays du monde, et avant cela en France, quand je m'occupais de la France, j'ai toujours eu pour préoccupation d'apporter des solutions techniques pour que les utilisateurs, les usagers de l'électricité et d'autres types d'énergie puissent choisir leur mode de consommation de façon à améliorer leur sobriété. Et pour vous donner un exemple, pour avoir maintenant fréquenté physiquement les installations industrielles, tertiaires, voire résidentielles, même de particuliers dans beaucoup de pays, je sais par expérience que 10 à 15% de sobriété est un objectif qui se fait sans douleur, statistiquement. C'est-à-dire qu'il est possible de réduire sa consommation de 10 à 15% sans en sentir les effets sur son bien-être. Et donc ça c'est une statistique, c'est pas juste une intuition, c'est quelque chose qui est prouvé statistiquement. Et qu'avec un effort, notamment dans les domaines professionnels, c'est-à-dire là où vous avez des personnes qui s'occupent de la sobriété à l'intérieur même des entreprises, 30 à 50% n'est pas hors de portée. Et que généralement d'ailleurs ces objectifs-là sont également des éléments qui concourent à la performance économique des acteurs. Donc voilà, j'espère qu'avec ça j'aurai été un peu plus complet sur la sobriété et de vous dire que, y compris vis-à-vis au travers des capacités d'EDF lui-même, donc ses capacités commerciales avec les conseils d'EDF dans les différentes régions, ou au travers de Dalkia dont c'est la mission, je compte bien qu'EDF œuvre dans ce domaine. Madame Loisier, vous m'avez interrogé. Madame Loisier. Alors, vous m'avez dit comment ne pas retomber après tout ça. Je pense que ce sera juste beaucoup de travail, et pas seulement. J'aurais besoin de beaucoup d'aide aussi, de la part de tout le monde. Voilà. Vous m'avez parlé de la main-d'œuvre qualifiée. Je crois que j'y ai un peu répondu déjà, mais clairement, c'est un des éléments absolument critiques de succès. Et donc, ça commence au collège. Ça commence au collège. Je pense, c'est pas plus tard que ça. Pour les électriciens, on a commencé au collège. Pour commencer vraiment à attirer les gens vers les métiers techniques. Ce sont des métiers qui sont nobles, bien payés, dans lesquels on se réalise parce qu'on fabrique quelque chose. Et donc il faut réattirer vers ces métiers-là, et ça fait partie, je pense, des conditions de succès. Vous m'avez parlé du pilotage numérique et de la vulnérabilité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est mon métier d'aujourd'hui. J'ai contribué à équiper des réseaux électriques dans le monde entier depuis 8-9 ans maintenant. Évidemment, la première préoccupation de tous les réseaux électriques, à juste titre, est la vulnérabilité numérique. Il y a des solutions, bien sûr, pour rendre plus robuste
et pour rendre robuste tout système intégré sur le plan numérique. Ces solutions doivent être régulièrement améliorées parce qu'évidemment la menace change de nature. Mais c'est quelque chose sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, si vous le souhaitez, de façon plus détaillée, une autre fois. Mais c'est un élément absolument clé dans la façon dont, donc EDF, d'une part, en tant qu'intégrateur et systémier et utilisateur, mais également tous les autres opérateurs électriques que je connais travaillent, et la façon dont les opérateurs tels que Schneider Electric et les autres, naturellement, travaillent pour améliorer la robustesse des systèmes et faire en sorte que l'indispensable flexibilité du réseau qui doit intégrer le caractère bidirectionnel que je décrivais tout à l'heure puisse se faire en toute robustesse sécurité numérique. Madame Renaud Garabédian m'a interrogé sur la géothermie et sur la cybersécurité aussi. Alors, je ne sais pas si ma réponse vous satisfait à l'instant. Sur la géothermie, il y a plusieurs volets de la géothermie, hein, parce qu'à la fin, une pompe à chaleur, c'est aussi un peu de la géothermie simple. Donc, ce potentiel est clairement sous-exploité, vous avez raison, aujourd'hui. Pour moi, il y a deux potentiels sous-exploités aujourd'hui en France et en Europe, par rapport à ce que je peux voir ailleurs dans le monde. Le potentiel de production électrique en autoconsommation est sous-exploité, clairement. Et c'est une façon de créer de la capacité à moindre coût collectif en termes de génération centralisée. Donc c'est un axe sur lequel je pense qu'il y a une capacité en gigawatts potentielle qui peut être créée dans une période de temps relativement courte. J'ai des exemples de pays en tête qui ont suivi cette direction parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas non plus la chance d'avoir un parc centralisé, compétitif, nucléaire comme nous. Donc c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est évidemment l'exploitation géothermique. Alors avec probablement des différences selon la nature des géographies et la nature de la densité, parce que évidemment en géothermie, si vous voulez avoir une exploitation géothermique industrielle, il vous faut une densité de clientèle qui justifie de réseau. Et ça, c'est un investissement en capital qui est assez élevé, alors que si vous êtes simplement dans du pavillonnaire isolé, la voie la plus simple de la géothermie, finalement, même si ce n'est pas vraiment de la géothermie, c'est une pompe à chaleur. Et donc, dans ces deux axes-là, je pense qu'il y a un potentiel qui va croître et auquel nous pouvons contribuer. Madame Jacques, vous m'avez interrogé sur le coût de rachat de l'énergie injectée dans le réseau que vous estimez trop faible à Saint-Barthélemy et en Outre-mer. Je n'ai pas une réponse précise à vous faire à ce stade. Je pense que ça ne vous surprendra pas complètement. Et naturellement, je regarderai ça et je reviendrai vers vous. Et sur la cogénération qui tarde à se réaliser, j'ai bien pris note. Ce que je veux vous dire, c'est que par mon travail depuis quelques années, j'ai travaillé avec beaucoup de territoires insulaires, y compris les départements et territoires d'outre-mer français, que je connais les défis particuliers à ce type de géographie pour ce qui concerne l'énergie, à la fois l'énergie en production centralisée, souvent carbonée bien sûr, mais aussi le potentiel de production décentralisée qui permet à ces territoires généralement de changer assez radicalement leur profil électrique. Et donc je travaillerai avec les équipes d'EDF pour que nous puissions trouver des solutions adaptées à chaque territoire. Madame Schillinger, vous m'avez interpellé sur le prix de l'électricité pour les collectivités auquel je suis extrêmement sensible. Alors, il y a évidemment beaucoup de situations de collectivités différentes. Il y en a une grande partie, les plus petites, jusqu'à 10 salariés si ma mémoire est bonne, et jusqu'à quelques millions de budget, 2 millions de budget si ma mémoire est bonne, qui sont éligibles au TRV. Je crois comprendre que le gouvernement a accepté de relever le seuil de consommation de ces collectivités au-dessus de 36 kVA pour permettre qu'elles restent au TRV. Je sais qu'il y a depuis hier un deuxième dispositif qui permet aux collectivités de moins de 250 personnes de bénéficier d'un soutien gouvernemental. J'en connais pas tous les détails parce que ça date d'hier. Et au-delà de ça, évidemment, EDF souhaite être à la disposition et répondre au mieux aux besoins des collectivités. J'ignore
pas les difficultés. EDF fera tout son possible, dans le cadre des règles de marché qui s'appliquent à EDF, bien sûr, pour atténuer les difficultés que je ne méconnais pas. Monsieur Cardon, vous m'avez interrogé sur... alors, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris votre question, parce que vous aviez à la fois la partie électrique, la partie énergétique au sens large. Donc, je pense que votre question s'adresse plus au gouvernement qu'au futur président directeur général d'EDF éventuel. Mais bien sûr, je pense que dans les circonstances présentes, il est clair que le coût de l'énergie a un coût global. Et mon souci en tant que dirigeant d'entreprise sera de faire en sorte que ce que nous devons faire pour le court terme n'obère pas l'avenir. Voilà. Parce que nous avons besoin de travailler sur le long terme en même temps. Voilà ce que moi je peux dire vu du point de vue de l'entreprise. Ensuite, Monsieur Saumon, voilà, vous m'avez interrogé sur le scénario en nombre de réacteurs et sur le mode de financement et sur les compétences. Alors, sur le nombre de réacteurs, je ne veux pas vous paraître timoré, mais je vais être prudent. Parce que je ne pense pas qu'à ce stade, notre principal défi, en tant qu'entreprise, soit juste de dire un nombre de réacteurs. Je pense que notre principal défi, c'est d'arriver à faire en sorte que nous montions une filière industrielle qui permette un coût récurrent du réacteur le plus faible possible et un délai de construction du réacteur le plus faible possible. Une fois qu'on aura mis en chantier cette filière industrielle, qui est vraiment le défi de l'EPR2, le nombre de réacteurs devient un sujet qui est adaptable. Et il sera adapté, je pense, sur la durée, aux besoins du pays. Et donc, plutôt que de formuler le problème en disant c'est pas 6, c'est 14, mon attitude consiste à dire il faut se lancer dans ce chantier qui est très important, avec une vision industrielle qui permet d'en assurer le succès. Et le succès, il est financier, industriel et humain. Et pour ça, il nous faut assurer la réalisation de l'EPR récurrent, ou même du tandem d'EPR, parce que je pense qu'il y a un mérite, comme ça a été fait dans le passé, d'en faire deux à la fois sur le même site, pour faire en sorte que ce soit compétitif. Voilà. Ensuite, vous m'avez interrogé sur... Juste que ce n'était pas la question que j'avais posée, mais merci pour la réponse. Ah, pardon. Mais ça, c'était les conseils que vous pouvez donner au gouvernement en termes de régulation des prix, de la politique de régulation des prix, en tant qu'observateur extérieur, avant de prendre en main l'EDF pour la société, notamment pour ses recettes, ou en tout cas ses dépenses, ou les non-recettes plutôt en termes d'investissement. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez en matière de régulation des prix ? Désolé si j'ai mal reporté les questions. Je veux dire que la salve était longue, donc c'était pas une salve d'ailleurs. Écoutez, je pense qu'il y a un volet européen qui est vraiment indispensable. Il faut bouger les lignes au niveau européen parce que les points faibles de la régulation européenne sont visibles aujourd'hui. Donc il est indispensable de bouger les lignes. Donc c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire pas assez d'incitation à l'investissement, trop de court terme dans la régulation européenne. Pas assez de flexibilité, donc pas assez de capacité de gérer du contrat de long terme, notamment. Ça, si on ne bouge pas les lignes là-dessus, et puis évidemment la décorrélation gaz-élect. Si on ne bouge pas les lignes là-dessus, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut à l'échelle nationale, on restera dans un dispositif qui est intrinsèquement instable et qui ne regarde que le court terme et qui ne favorise pas l'investissement. Donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est la pierre angulaire de ce qu'il faut faire. J'ai le sentiment que les autorités françaises en sont plus que conscientes et ont déjà engagé la discussion avec les autres membres de l'Union sur ce sujet et avec la Commission européenne. Le travail d'EDF là-dessus, c'est d'être un conseil et un sachant finalement du marché, parce que le sachant du marché est normalement celui qui est bien placé pour dire là ça va pas. Donc voilà ce que j'essaierai de faire. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce que j'ai oublié une question ? Je ne crois pas, et je vais même...
Si ça a été répondu, me semble-t-il. Voilà. Je vais vous remercier, Monsieur Raymond, pour l'ensemble de vos questions. Je vais couper évidemment l'audition très rapidement, car vous êtes attendu dans un quart d'heure à l'Assemblée nationale, que nous avons prévenu de votre retard. Donc voilà. Merci beaucoup. Nous allons de notre côté procéder au vote et je vous tiendrai bien sûr informé. Merci Madame la Présidente. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et si vous me confirmez, je serai heureux de poursuivre ces discussions naturellement, régulièrement. Très bien, merci. J'invite mes collègues à rester dans la salle, évidemment, pour procéder au